Mais il reste beaucoup de libéraux qui sont indifférents, voire sceptiques, voire hostiles au Bitcoin. Oui, on trouve un peu de tout sur la palette. Voilà. Et moi, ça m'étonne parce que je suis arrivé à l'impression que le Bitcoin, l'émergence du Bitcoin est probablement un fait historique majeur et le fait libéral majeur de notre époque. Pour moi, l'émergence du Bitcoin, c'est la principale avancée libérale depuis l'effondrement de l'URSS. C'est l'impression à laquelle je suis arrivé. Je dis pas que le Bitcoin a gagné ou qu'il va gagner, mais ce qu'il est fondamentalement et ce qu'il a réalisé concrètement depuis 13 ans, c'est historique et c'est profondément libéral. Et le potentiel de transformation de la société de Bitcoin, s'il continue son développement, est absolument vertigineux et largement conforme aux idéaux libéraux. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Yorick de Montbine, conseiller référendaire à la Cour des comptes, ancien conseiller ministériel auprès de François Fillon, connu par ailleurs pour être un des principaux évangélistes de Bitcoin et des crypto-monnaies en France, mais de Bitcoin en particulier tout de même. Pensez à partager cet épisode autour de vous, à nous mettre des bonnes notes lorsque vous le pouvez sur les plateformes de podcast, et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour une petite annonce. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Contrepoint Podcast en partenariat avec le Cercle Frédéric Bastiat à l'occasion du 11e week-end de la liberté. Donc je suis en compagnie de Yorick de Montbine, bonjour. Salut Pierre. On est à Saint-Paul-les-Dax, donc sur les terres de Frédéric Bastiat. Et hier, Yorick de Montbine a donné une conférence sur les libéraux et le Bitcoin. Donc il y en a peut-être parmi vous qui connaissent déjà Yorick pour ses travaux à propos de Bitcoin. Donc on va en parler un peu plus en détail et revenir sur ce qu'il a dit dans sa conférence d'hier. Et d'abord, Yorick, est-ce que tu pourrais te présenter pour les spectateurs qui ne te connaissent pas encore ? Quel est ton parcours, ta profession actuelle et comment tu en es arrivé aux idées libérales et ensuite au Bitcoin ? Merci de m'accueillir dans ton podcast, Pierre. Alors, actuellement, je suis magistrat à la Cour des comptes et j'ai par ailleurs eu d'autres jobs dans la politique comme conseiller de Fillon à Matignon pendant 3 ans et dans le pétrole chez Total pendant 6 ans, notamment 2 ans en Afrique. J'ai des études de commerce, de philo, de sciences politiques et d'administration publique. Donc assez varié tout ça. Okay. Et puis j'ai découvert les idées libérales en fait à la fin de mes études, notamment grâce à Philippe Nemo que j'ai eu la chance d'avoir comme prof. Et ensuite, par des lectures personnelles, j'ai un peu enseigné l'économie à Sciences Po et j'ai créé avec Mathieu Laine un enseignement à Sciences Po qui s'appelle Introduction à la pensée libérale. D'accord. Et j'ai suivi au début des années 2000 le séminaire de Cécile Philippe sur l'action humaine de Mises et ensuite sur Man, Economy and State de Rothbard. D'accord. Et donc ça m'a donné un goût pour l'école autrichienne. Oui, qui est encore une sous-famille du libéralisme, qui est moi aussi celle que je préfère, mais voilà. C'est pas Friedman, quoi, c'est pas pareil. Non, en fait, elle est moins connue, mais je la trouve plus convaincante, en fait. Ouais. Notamment que Friedman. Et je pense qu'elle m'a aidé ensuite à m'intéresser plus rapidement au Bitcoin et à surmonter plus vite la phase de réticence par laquelle chacun passe en découvrant Bitcoin, évidemment. Ouais. D'accord. Juste en 2 mots, puisque tu parlais de l'expérience chez Total ou au Conseil de François Fillon, est-ce que tu en as retiré des choses utiles par rapport à l'action libérale ? Peut-être tu peux nous en dire quelques mots ? Alors à Matignon, j'ai fait 2 choses différentes. D'abord, j'étais dans l'équipe qui écrivait les discours de Fillon. D'accord. Et un Premier ministre, il fait un discours par jour, de tout type, devant toute assemblée, sur n'importe quel sujet. Et donc il y a beaucoup de choses à faire en permanence, il faut collecter des infos. Et puis il y a beaucoup de décisions qui se prennent dans l'urgence, dans la perspective du discours. Parce qu'il faut toujours annoncer quelque chose pour plaire. Et bien sûr, il y a un agenda médiatique à suivre aussi. C'est la logique de l'État interventionniste, il faut toujours annoncer quelque chose. Et donc tout ça se fait dans l'urgence, donc c'est un travail très intéressant, mais pour un libéral, en fait, c'est l'occasion de découvrir la mécanique de la prise de décision étatique qui est très particulière, qui est très, en fait, clientéliste et démagogique.
Et ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et la deuxième, c'est que j'étais conseiller technique réforme de l'État. Donc j'étais dans la petite équipe qui, avec l'Élysée et le ministère du Budget, pilotait ce qu'on appelait la RGPP à l'époque, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui était une tentative de Sarko de faire une réforme de l'État plus ambitieuse que d'habitude, et qui, en fait, s'est un peu enlisée dans un processus très bureaucratique et qui s'est fait torpiller par un grand nombre de groupes d'intérêt. Donc les résultats, finalement, ont été quand même plus élevés que les autres tentatives de réforme de l'État précédentes, mais assez frustrant par rapport aux objectifs. Il n'y a pas eu de remise en question complète de l'État. C'était pas un problème de volonté finalement des gens qui lançaient cette réforme, y compris les Sarkozy ou les Fillon. Finalement, c'est plus que toute l'énergie se perd dans les méandres de la bureaucratie et sous la pression bien sûr de tous les groupes d'intérêt qui sont touchés par ces politiques. Oui, c'est vrai que parfois les velléités les plus sincères de réforme de l'État se heurtent aux réalités institutionnelles et des groupes d'intérêt, mais les motivations initiales sont parfois fragiles aussi. Oui, c'est ça. Par exemple, Sarko, il avait promis en fait tout et son contraire dans la campagne de 2007. Un peu comme Macron en 2017 d'ailleurs. Oui, et il s'était montré très ambitieux sur des aspects comme la réforme de l'État, mais fondamentalement, je pense que Sarko, c'était pas sa priorité de désarmer l'État, de diminuer la capacité d'intervention de l'État dans l'économie. Et puis par ailleurs, il y a eu la crise de 2007-2008 qui a relégué la réforme de l'État à la dernière des priorités. Exactement. Donc voilà. D'accord. Et peut-être un dernier mot, puisque je crois que tu es passé par l'ENA. Est-ce que ça mérite tout le mal qu'on en dit de l'ENA? Est-ce que c'est bien de supprimer l'ENA ou pas? J'ai pas d'avis sur la question, moi vraiment j'aurais ton point de vue. C'est une école qui est en réforme permanente et en suppression permanente. Oui, on parle toujours de supprimer l'ENA. Pour moi, la question c'est est-ce que l'État devrait recruter ses cadres supérieurs par concours ou comme une grande entreprise qui recrute ses cadres supérieurs. Et en fait, je pense qu'on a éliminé trop vite ce débat en disant bah non, ça doit être des fonctionnaires recrutés sur concours avec garantie de l'emploi à vie et basta. Et je pense que le débat est quand même plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. En même temps, c'est pas la panacée, j'imagine, de faire venir des gens du privé, parce que moi, je suis toujours très mal à l'aise avec les gens qui passent justement dans des carrières, par exemple, qui font 10 ans dans le public, puis qui vont aller conseiller une grande entreprise privée. Quand on sait le pouvoir que peuvent avoir des gens au sein de la machine d'État pour faire des réglementations un peu sur mesure, pour éviter telle réforme qui va embêter tel grand groupe, etc. Je suis pas forcément si hostile d'ailleurs à l'idée que le corps des fonctionnaires serve l'État, uniquement l'État. Enfin, je pense en tout cas il y a des pièges dans les deux solutions, quoi, vraiment. Oui, ça c'est le problème des allers-retours avec le risque d'alimenter le capitalisme de connivence, etc. Mais on peut organiser les choses en tirant profit des compétences du secteur privé au sein de la sphère publique, tout en évitant ce problème de lobbying et de cadeaux ensuite offerts en retour aux entreprises. En fait, ça pose plutôt la question des pouvoirs d'intervention de l'État dans l'économie, quoi. C'est peut-être un sujet distinct. Oui, c'est pas notre sujet principal aujourd'hui, mais voilà, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire en tout cas sur la réticence des libéraux à entrer aussi soit en politique, soit dans la machine bureaucratique, parce que une fois que les choses sont ce qu'elles sont, si on veut faire diminuer le périmètre de l'État, à un moment donné, il faut bien commencer quelque part. Ce qui est frappant, c'est que l'État s'est organisé en une espèce de machine d'une complexité inouïe. Et en fait, c'est vrai que pour comprendre cette machine, il faut des experts de cette machine. C'est le règne de la technocratie. Et voilà, c'est ça. Et l'administration se protège en créant de la norme hyper complexe, encadrant l'ensemble de l'activité de la société et organisant sa propre activité d'une manière complexe. Et c'est comme ça qu'elle devient irréformable. Oui, c'est une sorte de clergé finalement qui a son propre langage, personne ne peut... D'accord. Alors, notre thème d'aujourd'hui, qui a été le thème de la conférence de Yorick hier, c'est les libéraux et le Bitcoin. Alors, a priori, tu vas peut-être nous expliquer en quoi est-ce que Bitcoin est d'inspiration libérale et en quoi est-ce que les libéraux eux-mêmes ont des bonnes raisons de s'intéresser au Bitcoin. Et est-ce que ça sous-entend quand même que c'est pas suffisamment le cas, qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt chez les libéraux pour le Bitcoin ? Oui, c'est l'impression à laquelle je suis arrivé. Moi, ça fait maintenant
6 ou 7 ans que j'étudie très attentivement le Bitcoin, et il y a évidemment beaucoup de libéraux qui sont pro-Bitcoin, et la plupart des pro-Bitcoin sont libéraux, mais il reste beaucoup de libéraux qui sont indifférents, voire sceptiques, voire hostiles au Bitcoin. Oui, on trouve un peu de tout sur la palette. Voilà. Et moi, ça m'étonne parce que je suis arrivé à l'impression que le Bitcoin, l'émergence du Bitcoin est probablement un fait historique majeur et le fait libéral majeur de notre époque. Pour moi, l'émergence du Bitcoin, c'est la principale avancée libérale depuis l'effondrement de l'URSS. C'est l'impression à laquelle je suis arrivé. Je dis pas que le Bitcoin a gagné ou qu'il va gagner, mais ce qu'il est fondamentalement et ce qu'il a réalisé concrètement depuis 13 ans, c'est historique et c'est profondément libéral. Et le potentiel de transformation de la société de Bitcoin, s'il continue son développement, est absolument vertigineux et largement conforme aux idéaux libéraux. Et donc, les libéraux, je trouve, devraient être aux premières lignes de l'étude de Bitcoin, dans sa compréhension, et éventuellement de sa promotion. Et je suis toujours très, très frustré de voir des libéraux qui ne s'intéressent pas à ce sujet, ou se laissent influencer par la doxa, qui est extrêmement péjorative et anxiogène. Je peux comprendre que ça semble curieux. Moi d'ailleurs, j'ai passé des années entre 2010, où on en parlait déjà sur le forum libéraux.org, j'en profite pour faire un peu de pub, si vous voulez être au courant des technologies qui changent le monde. En 2010, on parlait des bitcoins sur libéraux.org. On n'en achetait pas, enfin certains peut-être, mais sinon on serait déjà riche. Mais enfin voilà, en tout cas on en parlait depuis longtemps, et moi je sais que j'ai mis quelques années avant même d'avoir la curiosité de savoir ce que c'était, et je sais pas. Et puis après il y a la complexité technique qui fait que je peux comprendre que déjà que c'est pas toujours facile de comprendre comment fonctionne Internet, comment même fonctionne la monnaie en général, la monnaie digitale, même quand elle est pas décentralisée. Je peux comprendre que faut déjà de solides prérequis en quelque sorte pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. C'est une belle tentative de ta part de nous faire croire que tu n'as pas acheté des bitcoins il y a 10 ans. J'en ai acheté, mais pas il y a 10 ans. Elle ne trompera personne. Je suis sûr que tu en as acheté énormément dès le début. Non, moi c'était pour la valeur éducative. De toute façon, faut pas parler comme ça de ce qu'on connaît pas. Donc, Non mais c'est vrai qu'il y a un coût d'entrée énorme, c'est très complexe. Et c'était encore plus le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le monde entier a entendu parler de Bitcoin. Il n'y a plus personne sur Terre qui n'en ait pas entendu parler. Il y a des pays entiers qui s'y mettent. Il y a des populations entières de pays pauvres qui n'ont pas de doctorat en économie, qui manipulent le Bitcoin, sans forcément d'ailleurs comprendre comment ça marche. Mais on arrive à une phase où l'expérience accumulée crée de la confiance dans la robustesse technique du réseau, oui, c'est que ça et marche dans la sans capacité de cette monnaie à préserver l'épargne contre l'inflation. Oui. Voilà. Alors justement, parce que là, on a parlé de ce qu'accomplit le Bitcoin, mais peut-être pour les gens qui seraient pas encore familiers avec ça, alors entre parenthèses, je les renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Ludovic Lars en 2020, je crois, février 2020. On mettra le lien en description pour présenter ce qu'est Bitcoin, ce que ça fait, etc. Mais qu'est-ce que ça change en matière monétaire? Parce que la monnaie, elle est déjà numérique aujourd'hui en grande partie, donc qu'est-ce qu'il y a de différent avec Bitcoin? Alors en fait ça change énormément de choses, ça crée une monnaie dont le régime d'émission n'est pas manipulable par les États, ça c'est très nouveau. Donc il y en a une certaine quantité, ils s'en créent un peu chaque année pour les besoins de la sécurisation du réseau, protocole mais pas plus. prévoit l'émission effectivement pour rémunérer les acteurs qui sécurisent le système. Un certain nombre de bitcoins est mis toutes les 10 minutes, et ce nombre de bitcoins est divisé par 2 tous les 4 ans, pour arriver à une asymptote à 21 millions vers 2140. Et il y en a déjà 19 millions qui ont été émis, un peu plus. Et donc ça crée une monnaie qui est non manipulable par les États, et qui est rare, qui est relativement rare, qui fonctionne sur un système de transfert de valeur incensurable. Il n'y a personne dans ce dispositif qui peut censurer les transactions pour des raisons discrétionnaires. Comme par exemple, je fais du business avec la Russie, ou je suis allé manifester avec les camionneurs au Canada, donc on va me geler mes transactions ou mes avoirs ou quoi que ce soit. Donc là, l'avantage, c'est que il n'y a pas de banque. Ça, si on avait par exemple du Bitcoin, toi ou moi, hypothèse d'école, on pourrait faire une transaction comme ça, personne en fait n'en serait même au courant. Alors ça c'est autre chose, le fait majeur c'est qu'il n'y a personne entre toi et moi pour interrompre la transaction s'il le décide, s'il le souhaite.
C'est-à-dire que il faut quand même faire confiance à un dispositif, oui, il faut que la transaction soit valable, que, voilà. que le réseau valide, que nos jetons existent. Donc toi et moi, il faut qu'on fasse confiance à un dispositif pour réaliser la transaction. Mais ce dispositif ne donne de pouvoir à personne pour interrompre la transaction. En revanche, les États ou d'autres institutions peuvent avoir un pouvoir sur toi ou sur moi en observant les choses, et s'ils arrivent à obtenir des infos, éventuellement à nous pénaliser ou à interdire notre activité si la transaction ne leur plaît pas. Mais ils ne peuvent pas empêcher techniquement la transaction. Ça, c'est déjà un fait majeur. Et puis, il y a des tas d'autres choses. Il y a le fait que ces transactions soient programmables, c'est-à-dire on peut affecter des conditions de réalisation oui, par exemple, on peut faire des systèmes de multisignature, des systèmes d'héritage qui vont se déclencher en fonction de, etc. Enfin, voilà. Mais cette programmabilité est plus limitée que sur d'autres crypto-monnaies parce que le choix des développeurs de Bitcoin a été de privilégier la sécurité, et donc ils n'ont pas développé d'autres fonctionnalités qui auraient créé des risques de bugs informatiques. Mais il y a encore une autre fonctionnalité qui est qu'on peut réaliser des micro-paiements avec Bitcoin et le protocole complémentaire qui est le Lightning Network, beaucoup plus facilement qu'avec les systèmes de paiement traditionnels. On peut maintenant payer des millièmes d'euros sur des millièmes de secondes avec ce dispositif, ce qui n'est pas possible avec l'euro. Et ça a des débouchés industriels et économiques encore non connus. Mais on peut être certain qu'il va y en avoir. Il y a déjà des expérimentations. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la divisibilité de Bitcoin et le fait que chaque transaction puisse se faire, alors pour une somme modique, bon, pour les gens qui n'auraient pas suivi la chose depuis 2009, c'est vrai qu'au départ, les transactions Bitcoin n'étaient pas chères sur la chaîne principale, donc on pouvait voir ça, enfin ça pouvait fonctionner. Évidemment que la question de la mise à l'échelle a montré que essentiellement, si on voulait que les transactions Bitcoin puissent concurrencer même de loin des choses comme Visa ou Mastercard, il fallait ajouter des protocoles qui reposent sur Bitcoin, mais qui sont quand même distincts et qui permettent d'avoir des frais moins importants, parce que sinon c'est pas jouable. Il y a eu toute une querelle sur ce sujet, qui est à peu près résolu, mais on peut pas dire que les choses soient totalement faites, c'est-à-dire que il y a encore beaucoup de travaux informatiques qui sont nécessaires pour continuer à développer ça, mais la perspective est très encourageante. C'est en bonne voie la seconde couche, là, le Lightning Network. C'est un dispositif qui a été conceptualisé en 2015-2016, testé en 2017 et ouvert à l'utilisation du public en 2018, et qui fonctionne maintenant depuis 4 ans. Et qui se développe à toute allure, de tout point de vue, en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de capitaux placés sur le réseau pour le faire fonctionner, en termes de start-up qui travaillent dessus, en termes d'applications expérimentées grâce à ça. Donc c'est très encourageant. D'accord. Donc tout ça se développe. Et pour ce qui est de la quantité de monnaie émise par le protocole, on en parlait, donc ça va de manière asymptotique vers 21 millions. Il y avait une grosse quantité émise dans les premiers temps, puis maintenant c'est de moins en moins. Moi, les théories que j'ai entendues, c'est que c'était calqué sur le rythme de découverte de métaux précieux, par exemple. Est-ce que c'est confirmé d'abord ça? Et puis est-ce que c'est pas déjà une prise de position politique très forte de dire on décide d'une politique monétaire qu'on pourra pas bouger, mais pour le meilleur et pour le pire, en quelque sorte? Oui, ça me paraît juste. Il y a ce lien avec les métaux précieux, c'est-à-dire on a une ressource qui est existante, mais on crée un dispositif qui permet d'extraire cette ressource dans le temps, sachant que cette ressource est de plus en plus rare et de plus en plus coûteuse à extraire. Oui. Et pour ça, j'ai du mal à croire que ce soit un hasard qu'ils aient fait ça comme ça, quoi. Non, en fait, Nakamoto connaissait la théorie monétaire, il connaissait probablement les Autrichiens, ses interlocuteurs, les inspirateurs du Bitcoin connaissaient les Autrichiens. Oui, clairement, ça j'ai vu dès 2010, il parlait du théorème de régression de Mises, etc. Donc il y a vraiment, c'est pas juste qu'on projette nos idées sur le projet, c'est vraiment, ça fait partie de l'environnement intellectuel de Bitcoin. Un des possibles Nakamoto, qui est Nick Szabo, est un très bon connaisseur de Karl Menger. Il le cite beaucoup dans ses écrits. Alfinet cite George Selgin du Cato Institute dès les années 2010-2011 dans ses dialogues avec Nakamoto. Tim May, un des cypherpunks principaux, ce courant intellectuel qui a inspiré les crypto-monnaies dans les années 90, il cite beaucoup David Friedman, Ayn Rand, ce sont des gens qui avaient une très solide culture théorique, économique et philosophique, libérale et libertarienne. D'accord. Donc la question des métaux précieux, il l'avait tout à fait en tête.
Et puis, dans le cas de Bitcoin, la grande inventivité de Nakamoto a été de concevoir un système qui permettait de bootstrapper cette monnaie. Donc bootstrapper, c'est ce terme barbare dans l'écosystème des startups, c'est comment faire accrocher la demande d'une manière rentable dès le début, alors qu'au début, en fait, c'est très difficile. Oui, tant que ça n'a pas de valeur pour quelqu'un, personne n'a intérêt à en acheter. Et donc ça c'était le mécanisme par lequel, si on minait du Bitcoin, on avait du Bitcoin, et donc dès qu'une personne a trouvé une autre qui a accepté de faire une transaction, ça a pu démarrer la pompe en quelque sorte et ça a pu... Il fallait que les premiers mineurs puissent toucher des bitcoins dont assez vite ils auraient pu espérer que la valeur allait augmenter par la suite pour créer une incitation pour eux à faire fonctionner le système plutôt qu'à essayer de le pirater. Mais dans les premières années, ce système était fragile, il était attaquable, il y a eu parfois des gros risques. Il a été attaqué, bien sûr. Ouais, et effectivement, t'as raison, il a attaqué depuis le début en permanence, mais il y a eu des moments où il était vraiment très vulnérable, quoi. Et aujourd'hui, il est beaucoup moins, parce que justement, la mécanique a bien pris, et ça, c'est un résultat absolument incroyable. D'accord. Et alors, à propos justement de la valeur de Bitcoin, je pense qu'une autre chose qui peut faire que certains libéraux sont sceptiques, notamment les libéraux et particulièrement les Autrichiens qui sont très versés dans l'or comme étalon monétaire ou comme monnaie directement, c'est l'idée que l'or a une valeur intrinsèque parce que c'est une monnaie marchandise, ça a des usages décoratifs, industriels, c'est symbolique. Bref, ça a toujours été de la monnaie, donc c'est de la monnaie. Et ils disent, Bitcoin, oui, on peut décider, il faut que quelqu'un y attribue de la valeur, mais ça n'est pas de la monnaie en soi, et c'est certainement pas une marchandise, donc qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin en dehors de votre croyance que le suivant sera prêt à payer plus cher que vous? Ouais, alors ça c'est vraiment une question très intéressante, on peut l'aborder de manière très théorique ou avec un peu de bon sens. De manière très théorique, c'est la question du théorème de régression de Mises. Ah, est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement? Est-ce que Bitcoin viole le théorème de régression de Mises ou pas? Pour rappeler ce que c'est une avancée théorique majeure de Mises, expliquant qu'en fait, pour sortir d'une économie de troc et passer à une économie où la monnaie existe, de manière logique, il faut que ce qu'on utilise comme monnaie ait eu un usage non monétaire au préalable, sinon rien ne peut devenir une donner monnaie. L'idée en fait de s'en servir comme stockage de valeur. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a théorisé dans son livre The Theory of Money and Credit en 1912 et ensuite rappelé dans l'Action humaine en 1949. Mais en fait, là, il y a plusieurs réponses à ça. On peut dire que Bitcoin respecte le théorème de régression de Mises parce que, avant d'avoir une valeur de marché, il a été utilisé comme objet de collection. Et comme objet de curiosité par des geeks qui s'en servaient pour tester un réseau novateur. Et puis même, donc, moi, j'ai envie de dire... un usage non monétaire avant d'avoir un usage en monétaire. tant que système de paiement, de toute façon... Alors voilà, en fait, mais ça, j'y viens. Ouais. Mais en fait, la deuxième étape du raisonnement, c'est que le théorème de régression n'est pas applicable au Bitcoin parce qu'on n'est pas dans une situation d'émergence à partir d'une économie de troc. Oui. Et donc, en fait, c'est la thèse de Walter Block dans un article de 2015, et en fait, ça me paraît assez convaincant. En revanche, pour rejoindre ce que tu disais, ça c'est l'approche un peu plus de bon sens, mais qui est pas si facile à comprendre pour des gens d'une certaine génération qui sont pas trop habitués à l'informatique. Et qui voient pas où est le problème d'ailleurs de faire une transaction par la banque, etc. Ouais. Mais en réalité, il y a des catégories de population. Il y a aussi les méchants, les gangsters, les pédonazis, tout ça, quoi. Mais, non, mais pour rejoindre ce que tu disais, c'est-à-dire que, en fait, besoin d'un système de paiement. Quand on parle de valeur intrinsèque de Bitcoin, il n'a pas de valeur intrinsèque, rien n'a de valeur intrinsèque en économie. En revanche, il a une valeur, un usage non monétaire, mais qui est extrêmement subtil, qui est d'être un système de paiement. Ouais. Un réseau de transfert de valeur sur lequel on peut faire circuler des euros et des dollars. En fait, on peut transférer des dollars et des euros. On transfère ce qu'on veut, en fait, il suffit de... En faisant des conversions aux deux extrémités de la transaction. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et là, on se retrouve avec un système de transfert de valeur qui est plus efficient que les systèmes traditionnels actuels. Ouais. En termes de rapidité, de robustesse, de coût, de programmabilité, etc. Alors, plus efficient, j'ai l'impression que ça allait beaucoup plus sur des grosses transactions, mais sur une petite transaction, là encore, bon, remarquez, ouais, en fait, moi, c'est vrai que je me place toujours dans l'optique où on est sur la chaîne principale, et c'est vrai qu'il faut 6 confirmations pour avoir une transaction bien... Non, mais justement, le partage... Donc, pour un café, ça vaut pas le coup, quoi, voilà. Oui, mais à ce moment-là, tu utilises le Lightning Network. Ouais, et là, en fait, c'est plus efficient selon l'importance de ta transaction. Ouais. Si tu veux transférer 50 milliards de dollars,
eh ben, tu utilises le layer 1, la blockchain Bitcoin, et 6 confirmations, c'est rien du tout. C'est 1 heure. Alors qu'avec les réseaux interbancaires, c'est plusieurs jours et ça coûte des millions de dollars. Ouais, bien sûr. Là, c'est 1 heure et ça coûte 5 dollars. Et pour faire un micro-paiement, t'envoyer 10 centimes, tu utilises le Lightning Network. Et c'est des frais de transaction négligeables, et c'est instantané, et c'est très robuste techniquement. Donc en fait, ça disrupte les systèmes de paiement et les systèmes de transfert de valeur traditionnels, et c'est ça l'actif sous-jacent. C'est ça la valeur concrète. C'est la valeur politique aussi, c'est cette assurance d'une liberté monétaire. En soi, ça a une valeur, c'est un actif, en quelque sorte. Oui, je pense que pour des gens qui sont dans l'optique de préparer leur, d'avoir la maîtrise de leur épargne, ou alors pour les gens justement les plus inquiets, les plus punk en quelque sorte, qui vont dire, de toute façon le gouvernement prépare notre mise en esclavage, etc. Ce qui est pas tout à fait faux parfois. Ça peut avoir une valeur de dire bon, malgré tous ses défauts, malgré son coût, sa complexité, etc. La valeur, c'est qu'avec ça, au moins, le jour où je n'ai plus que ça, je sais m'en servir et je sais. Oui, en fait, chacun va accorder une confiance plus ou moins grande à cet objet en mettant l'accent sur certaines de ses caractéristiques en fonction de ses besoins. Donc pour certains, ça va être effectivement des besoins industriels de transfert de valeur efficient. Pour d'autres, ça va être la notion de réserve de valeur face à l'inflation monétaire. Pour d'autres, ça va être le fait de préserver de la valeur contre les risques de confiscation politique. Oui, il y a vraiment les deux en fait. C'est vrai qu'il y a la préservation de la valeur en termes de pouvoir d'achat, et aussi le fait que même si ça préservait pas tant que ça le pouvoir d'achat, au moins ce qu'on a, on l'a. C'est insaisissable. Voilà, c'est-à-dire que ces clés privées, donc ces fameux codes qui permettent de manier ces bitcoins, si on les détient soi-même, si on les laisse pas sur les plateformes d'échange, très important ça évidemment. Eh ben on a plus d'autonomie sur ces bitcoins. Et alors comment dire, des services informatiques très sophistiqués peuvent quand même finir par retrouver ces clés privées et les récupérer. Oui, bien sûr, il y a toujours ces risques-là, mais... donc il faut s'organiser pour bien les protéger. Et en dernière extrémité, en fait, on peut éviter de les écrire quelque part pour les sauvegarder et simplement mémoriser les suites de mots qui donnent accès à ces clés privées. Et là, on a une souveraineté financière personnelle quasiment complète, en fait, pour ne pas dire complète. Alors ça, c'est important de notre point de vue, les libéraux, mais comment dire, qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'organisation actuelle de l'État et de l'économie, qui est quand même organisée autour de ce qu'on appelle les monnaies fiat, donc les monnaies traditionnelles qui reposent sur la confiance. J'ai l'impression que, pour moi, ça se marie assez mal avec Bitcoin, et j'ai l'impression que si Bitcoin devait être adopté assez largement, il n'y a plus du tout de place pour des monnaies qui sont des monnaies qui encouragent l'endettement, la dépense de l'État, etc. En fait, tu as raison, c'est ça le point essentiel. Il y a deux aspects. Il y a comment ça peut transformer le fonctionnement de l'économie, parce qu'on aura une écoménie en fait déflationniste. Donc ça change énormément de choses. Ça veut dire que la structure de production, ça veut dire à ce moment-là, est plus encouragée à faire du long terme que du court terme. On pourrait le résumer comme ça. Oui, ça veut dire est-ce que les investissements, comme les investissements sont mieux rémunérés dans le cadre d'une monnaie déflationniste, est-ce que vraiment ce sont que les projets les plus rentables, mais peut-être rentables à quelques années ou à long terme, qui vont être financés, alors qu'aujourd'hui, si quelque chose est à peine rentable, on prend ce qu'il y a de moins risqué tant que ça rapporte tout de suite, parce que de toute façon la monnaie perd de sa valeur régulièrement. C'est ça qu'on observerait ? Oui, on observerait ça, c'est-à-dire une meilleure incitation à épargner, à investir et à sélectionner les projets dans lesquels on investit, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et à privilégier le financement par l'equity plutôt que par l'endettement pour le financement des entreprises, et puis une désincitation à la surconsommation à outrance à court terme, contrairement à la situation actuelle avec les monnaies inflationnistes. Oui, c'est drôle qu'ils nous bassinent avec l'histoire d'environnement, etc. Alors que c'est le système monétaire qui fait que, un jour Bruno Le Maire nous dit c'est important d'épargner, puis le lendemain il nous dit il faut vite aller tout dépenser. Voilà, c'est schizophrène comme système. On est soumis à des injonctions contradictoires, notamment de la part des pseudo-progressistes, keynésiens et autres, qui passent leur temps à dénoncer la société de consommation et qui en même temps promeuvent des relances par la consommation. Oui, c'est ça. Et qui promeuvent un système de monnaie fiat qui incite à la consommation. Oui, il faudrait peut-être juste choisir en fait quel type de consommation, peut-être si on consommait des trucs plus équitables, plus locaux, ça leur conviendrait, mais enfin en gros ce serait toujours une course en avant vers la consommation
de toute façon. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est comment ça transformerait le fonctionnement de l'économie. Mais il y a un deuxième aspect qui est majeur et qui est encore peu assumé et en fait présenté, c'est que ça modifierait totalement le mode de financement des États. Parce qu'aujourd'hui, les États, grâce au contrôle quasi complet qu'ils ont obtenu sur la monnaie avec le monopole monétaire délégué aux banques commerciales et la manipulation des taux d'intérêt qui leur permettent de s'endetter sans limite, ils ont un pouvoir d'intervention et de financement de dans l'économie qui est illimité. Enfin, pas illimité, mais qui est majeur, qui est immense. Là, on est presque sur la phase où on va voir si c'est limité, justement. Qui est extrêmement problématique d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire, est-ce que c'est satisfaisant que l'État ait autant de pouvoir d'intervention dans la société grâce au financement. Et si on se retrouve dans une économie Bitcoin, là, l'État ne peut plus créer de la monnaie. Il n'a pas de pouvoir sur le régime d'émission, il est obligé de se financer autrement. Et forcément, il aura moins de ressources et donc moins de pouvoir sur l'économie et la société. Moins de pouvoir pour financer des guerres, moins de pouvoir pour faire de la propagande dans l'éducation, les médias, la culture, etc. Moins de moyens pour subventionner des entreprises qui vont en retour l'aider, donc moins de corruption dans l'économie, moins de pouvoir des lobbies. En fait, tout change potentiellement dans une économie Bitcoin. Alors, évidemment, on en est très loin, mais c'est important de comprendre ça, quand même. Et ça marche très bien si tout le monde, en quelque sorte, se convertit au Bitcoin. Mais si vous avez une situation où, par exemple, il y a un État qui, dans son système monétaire plus classique, a la capacité, en cas de guerre, par exemple, de mobiliser toutes les ressources du pays en confisquant l'épargne, en faisant des prêts forcés, etc. Enfin, tous les mécanismes qu'on a vus pendant les guerres mondiales, etc. Donc, vous avez un État qui a la capacité de faire ça, et l'autre qui, à côté de ça, est obligé de dépendre du bon vouloir de ses citoyens pour le paiement de l'impôt, et n'a même pas le contrôle sur le système de paiement, donc il peut même pas aller saisir des fonds s'il y a besoin. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut écraser l'autre, justement, et est-ce que c'est pas une manière pour le méchant de gagner sur le gentil? Non, mais en fait, on pourrait écrire plein de romans là-dessus, mais on peut aussi imaginer que l'État qui se serait converti à une monnaie saine en amont serait devenu bien plus prospère, aurait accumulé plus de richesses et aurait peut-être une armée plus puissante. Oui, bien sûr. Que le Venezuela, qui peut imprimer des milliards de ses unités monétaires, tout en ruinant sa propre économie, alors qu'il a les principales richesses pétrolières du monde, quoi. Oui, bien sûr. D'accord. Pour en venir au paiement de l'impôt, moi, je veux dire, je suis le premier à être partisan d'une diminution du montant de l'impôt, flat tax, enfin, tout ce qu'on veut, vraiment intervention minimale de l'État. Mais on est en France, il y a l'esprit français. Si on a la possibilité de resquiller et de compter plus sur le voisin pour payer l'impôt, comment pourrait se passer concrètement la collecte de l'impôt lorsque l'État ne peut pas farfouiller dans mes avoirs monétaires? Alors, il faudrait que l'État innove un peu et trouve des moyens arrive à concevoir des impôts qui lui permettent de récupérer effectivement des ressources. Ça peut être des impôts notamment en fonction de l'occupation de l'espace physique. Mais ça, c'est à lui d'être innovant là-dessus. Et on peut lui faire confiance pour trouver... Oui, ça en général, bien sûr, oui. Bon, ceci dit, si la légitimité à intervenir, c'est dans l'intérêt aussi des citoyens de trouver une solution à un modus vivendi avec l'État pour dire, voilà, on veut juste être sûr que vous nous preniez ce qu'il faut, mais pas plus, et qu'on peut toujours remettre en cause ce que vous nous prenez. Si on parle maintenant de l'opposition à Bitcoin, on a vu déjà quelques motifs d'opposition. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as identifiés Ce qui me fascine, c'est comment est-ce que Bitcoin est toujours vivant alors que depuis 13 ans, il subit une opposition en fait massive, universelle, d'énormément d'acteurs qui sont les plus influents de la société et de l'économie. Oui, quand la Chine interdit Bitcoin pour la 5e fois, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas réussi à l'interdire la première fois, quoi. Voilà, c'est quelques acteurs étatiques, et dans chaque pays, c'est aussi toutes sortes de catégories. Les banquiers centraux, les banquiers commerciaux, les politiciens, les journalistes, les économistes traditionnels, les écolos fanatiques. En fait, ça fait beaucoup de gens qui sont contre Bitcoin. Il faudra quand même que tu nous dises un mot de la consommation électrique de Bitcoin, parce que ça, on peut pas passer à côté, c'est un peu... C'est pas ce sujet, j'ai jamais entendu parler. Il paraît que ça tue les oiseaux, que ça... Non, mais bon. C'est un des arguments intéressants. Je crois même que dans la conférence d'hier, tu as dit Bitcoin consomme beaucoup d'électricité, et c'est tant mieux. Oui. Débrouille-toi avec cette phrase. Alors, moi j'espère que Bitcoin va utiliser de plus en plus d'énergie. Parce que plus il utilise de l'énergie, et plus mes Bitcoins sont sécurisés.
Et moi, je veux que mes bitcoins soient le plus sécurisés possible. Et en contexte de crise énergétique, où on va manquer d'énergie peut-être pour chauffer les foyers, etc., on peut comprendre que les gens regardent d'un mauvais œil de l'énergie qui est utilisée en plus, alors j'allais dire à perte, non, on sait toi et moi que c'est pas à perte puisque c'est pour sécuriser le système, mais tout de même, ça consiste à dépenser de l'énergie à résoudre un problème, juste pour montrer qu'on savait résoudre le problème. Mais ce problème n'avait pas d'autre fonction que s'assurer que monsieur Untel et madame Untel peuvent faire leurs transactions en bitcoin. Oui, on peut comprendre. Ça peut sembler... On peut comprendre que ces gens soient choqués et fassent fausse route pour plusieurs raisons. D'abord, la plupart d'entre nous, on a été intoxiqués par une vision malthusienne de l'énergie. Mais en général, les libéraux échappent à cet écueil. Ça, heureusement. En fait, l'énergie est infinie, elle est accessible de manière infinie. La seule question, c'est est-ce qu'on crée un système économique fournissant des incitations à créer la technologie pour créer l'énergie et l'exploiter. Produire l'énergie et l'exploiter. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, les gens, ne savent pas forcément que le minage du Bitcoin a intérêt à aller chercher des surplus énergétiques non exploités. Oui, ça c'est très, très intéressant. Et notamment des productions d'ENR, des énergies renouvelables, dans des coins où il n'y a pas de demande industrielle. Quand c'est pas stocké, on les produit. Et donc le Bitcoin peut devenir un atout pour la transition énergétique. Et troisièmement, les gens, dans le calcul coût-avantage en fait de ce dispositif, ne mesurent pas forcément les bienfaits potentiels d'un système monétaire Bitcoin. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut prendre ça en compte. Ce que ça apporterait. Je réponds, c'est que je me dis si c'est un mal nécessaire, je veux dire c'est comme de devoir faire des efforts pour protéger sa maison ou je sais pas quoi, ça sert à rien sauf le jour où ça sert, donc c'est... Voilà, et ensuite, pour se faire l'avocat du diable, supposons même que Bitcoin soit atrocement polluant. Ouais. Supposons ça, ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas, mais en fait, même si c'était le cas, je serais favorable à Bitcoin. Parce que je pense que les États on arrive à un stade où les États ne vont plus pouvoir empêcher Bitcoin de se développer. Ils vont pouvoir freiner son essor, mais ils vont probablement pas pouvoir le tuer. Et c'est justement ça l'intérêt d'une monnaie, c'est d'être résistante à des attaques étatiques, une monnaie libre. Ouais. Et si le coût à payer pour ça est quelque chose de très polluant, moi je serais prêt à l'accepter. Ouais. Il se trouve que ça n'est pas le cas. Alors, je suis un peu partagé entre le désir d'expliquer ça ou en fait de dire aux écolos, vous croyez ça ? Ok, croyez-le. Croyez-le, ça ne nous empêchera pas de miner. Ça n'empêche pas le Bitcoin de se développer et vous serez les derniers à le comprendre. Et dans 10 ans, vous achèterez le Bitcoin à un prix qui aujourd'hui vous paraît totalement fantasmagorique. Ouais. En même temps, ils ont l'habitude d'acheter leurs trucs en magasin bio à des prix délirants, donc peut-être que ça leur apprendra. Ouais. Bonjour les écolos. mais enfin, en tout cas, je crois que tu voulais aussi nous parler, que tu as aussi parlé hier, devant le cercle Frédéric Bastiat, de la capacité de Bitcoin à parler à différents aspects du libéralisme et à différentes familles de libéraux. Parce que là, on a parlé des Autrichiens. Il n'y a pas que les Autrichiens chez les libéraux. Oui, pour moi, les principaux penseurs, les principaux théoriciens monétaires du XXe siècle étaient libéraux. En gros, c'est Hayek, Friedman et Rothbard. Le plus grand, c'est Mises, mais si on essaye de faire des propositions de réforme un peu archétypales, ça serait Friedman, Hayek et Rothbard. Et j'ai l'impression que ces propositions sont irréalistes, parce qu'elle suppose que l'État finisse par accepter de lever son monopole, ou alors de faire une règle d'émission. On confie le pot de miel à l'ours, et on espère que l'ours va regarder le pot de miel et pas y toucher. Or, j'ai l'impression qu'avec Bitcoin, si Bitcoin continue de se développer, les États, à un moment donné, devront le prendre en compte, ils n'auront plus le choix, en dernière extrémité. Et j'ai l'impression qu'en termes de théorie monétaire, Bitcoin réconcilie un peu Friedman, Hayek et Rothbard. Le côté friedmanien, c'est qu'il y a un rythme d'émission qui est prévu et qui est non modifiable. Oui, ça rappelle un peu comme ce que propose Milton Friedman. La règle du K%, un truc comme ça, je sais pas. Voilà, lui, il disait il faut une émission monétaire prévisible et stable. Voilà. Mais dans le cas de Bitcoin, c'est une émission qui est décroissante. Voilà, c'est tout. Mais elle est prévisible. Quand on dit que Bitcoin est déflationniste, c'est déflationniste, on parle des prix, on parle pas de la masse monétaire. La masse monétaire, elle est légèrement inflationniste. Exactement. Mais on peut dire même qu'elle est désinflationniste. Le régime d'émission de Bitcoin est désinflationniste et aboutirait à une économie déflationniste. Voilà. Oui, parce qu'à partir de 2100 quelque chose, 2140 je crois, plus d'émissions.
Et il aboutirait à une économie déflationniste si tout était sous Bitcoin. Voilà. Donc, de ce point de vue, il satisfait Friedman. Il satisfait Hayek pour deux raisons. D'abord parce que il instaure une concurrence des monnaies, même si l'État n'a pas levé le monopole de la monnaie, ce qui était proposé par Hayek. Mais de fait, il y a une concurrence des monnaies, entre crypto-monnaies elles-mêmes et entre crypto et monnaie fiat de plus en plus, mais c'est juste le début. Et puis, surtout, il satisfait Hayek pour une deuxième raison, c'est que Hayek probablement avait identifié que sa proposition était un peu utopique. Parce que dans les années 80, il a donné une interview télévisée, et il y a cette fameuse phrase qui est très connue des bitcoiners, où il dit « Finalement, j'ai l'impression qu'on pourra jamais revenir à une monnaie saine tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen détourné de retirer la monnaie des mains de l'État. » Il emploie cette expression de « moyen détourné ». Et Bitcoin est ce moyen détourné. Voilà, ce moyen que personne n'avait prévu est un moyen détourné. Moi, j'appelais la revanche inattendue des libertariens, parce que je trouve qu'on a complètement perdu sur le plan des idées, mais là, j'ai l'impression qu'on a l'outil qui permet de gagner tout le reste. Voilà. Après, peut-être qu'il se suffit pas lui-même, justement, si au niveau des idées, la population est pas du tout prête. Aussi bon que soit l'outil, on pourra toujours le. Alors ça, on peut en débattre parce qu'il y a des circonstances où la population adopte une pratique ou un objet, même sans l'avoir accepté idéologiquement. Voilà. Et puis, dernier point, Bitcoin satisfait Rothbard d'une certaine manière. Rothbard disait la proposition de Hayek en fait est futile parce que on sait très bien à quoi aboutira la concurrence des monnaies. Ça aboutira à revenir à la monnaie qui a déjà fait ses preuves dans l'histoire de l'humanité, qui est l'or. Donc, allons directement à l'étalon or. C'est ce que disait Rothbard. Et en fait, évidemment, il est mort en 95, Rothbard, donc il n'a pas connu le Bitcoin, mais je pense qu'aujourd'hui, il soutiendra le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est de l'or numérique. C'est de l'or adapté à la période contemporaine. C'est une matière rare et coûteuse à produire. Et quel est l'avantage par rapport à l'or ? Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de revenir à un étalon or Parce que Bitcoin, il y a toujours l'aléa des bugs informatiques, des gens qui se font pigeonner, pirater, etc. Parce que c'est pas facile de sécuriser sa clé privée, etc. C'est pas simple tout ça. Tout ça sont des inconvénients réels, mais totalement transitoires. C'est-à-dire que quand on voit l'histoire de l'informatique et les croissances exponentielles de ces phénomènes, dans 2-3 générations, tout ça sera totalement oublié. En fait, on peut même pas imaginer à quel point les choses vont évoluer vite dans ces domaines-là. C'est vrai que ça évolue, mais quand je vois encore comment la génération de mes parents ou grands-parents utilise ses emails et gère ses mots de passe, je me dis... c'est pas gagné non plus pour Bitcoin, même avec de meilleures interfaces et de meilleures formations. Oui, mais il faut savoir que les prochaines générations vont connaître un progrès technologique plus rapide que ce qui a eu lieu dans les 2-3 dernières générations. Et donc, il va y avoir des outils qui vont faciliter ces choses, qu'on n'imagine pas encore. Et donc, moi, je suis très confiant là-dessus. Je crois que c'est pas tellement... c'est vrai que nous on réfléchit toujours à partir de l'existant, mais sans se dire il y aura des choses qui seront inventées. Ça, il faut un peu faire confiance et faire le saut dans le vide en disant il y aura quelque chose, enfin, s'il y a besoin de ce quelque chose, il sera inventé. Oui, et pour revenir à ta question sur la différence par rapport à l'or, moi j'ai beaucoup hésité entre or et Bitcoin, et en fait, je pense que Bitcoin va l'emporter sur l'or pour deux raisons. D'abord, parce que aujourd'hui même, il fournit le même service que l'or, avec quelques inconvénients techniques que tu as cités d'utilisation, mais avec des avantages par rapport à l'or que l'or ne fournit pas, qui est du transfert de valeur instantané par-dessus l'Atlantique, ce qui n'est pas possible avec l'or. Et avec l'or, si le bateau coulait... Et de manière programmable, ce qui n'est pas possible avec l'or. Donc ça, c'est un avantage majeur. Deuxième avantage, c'est que la technologie du Bitcoin, contrairement à l'or, elle progresse. Elle progresse. La seule avancée technologique de l'or pendant des millénaires, ça a été le fait de forger des pièces. C'est tout. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'autres innovations technologiques de la monnaie or. Et le Bitcoin, c'est un protocole open source qui s'enrichit de propositions des développeurs, qui s'améliorent avec le temps, qui a des fonctionnalités nouvelles, ou qui, améliorent l'efficacité de fonctionnalités existantes, et qui est complété par des protocoles complémentaires comme le Lightning Network. Et donc, on peut penser que le progrès technologique va continuer et permettre des choses insoupçonnables aujourd'hui. Et donc, en fait, le Bitcoin multiplie les avantages par rapport à l'or pour des inconvénients réels de facilité d'utilisation aujourd'hui, mais transitoires. Oui. Voilà. Et puis bon, l'or lui-même, surtout avec l'augmentation du prix, la divisibilité devient très difficile.
Donc ça pour les petites transactions très difficiles. Oui, mais d'ailleurs c'est pour ça qu'on a utilisé l'argent en complément. Oui, exactement. Ouais, voilà. Et il n'y a pas ce problème avec le Bitcoin. On n'a pas besoin de monnaie complémentaire. Contrairement à ce qu'ont cru les adeptes du Litecoin, qui disaient on va faire oui, le Litecoin sera l'argent de Bitcoin. En fait, c'est totalement erroné. Il n'y a pas besoin d'une monnaie complémentaire. Alors, pas besoin d'une monnaie complémentaire, mais là où je vois un problème qui pourrait être similaire à ce qu'on a connu avec l'or, c'est qu'au départ, on échange de l'or physique, et puis rapidement, on se rend compte que comme c'est pas pratique à échanger, c'est coûteux, et pour Bitcoin, sur la chaîne principale, c'est aussi coûteux. Donc, on va faire des substituts, des prêts gagés sur Bitcoin, etc. Est-ce qu'il peut pas y avoir justement une croissance du crédit trop importante par rapport à la masse réelle de Bitcoin en circulation? Est-ce qu'on peut pas se faire avoir de la même manière que certains se sont fait avoir en imaginant que l'or existait pour tout ce qui était gagé sur l'or, alors qu'en réalité, il n'y en avait pas tant que ça? Il y a plein de débats là-dessus, et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement on va créer des substituts monétaires adossés à Bitcoin, des monnaies adossées à Bitcoin, etc. Mais moi j'ai pas l'impression, en fait, je suis pas encore totalement certain, mais un des facteurs clés, ça va être le coût des transactions, les frais de transaction. Ouais. Et comme ils sont négligeables sur le ça, je suis pas inquiet, ça vraiment on trouve des solutions. On va pouvoir s'échanger des vrais bitcoins sans être obligé d'utiliser des substituts monétaires. Et donc, certes, on va avoir des établissements qui vont détenir les bitcoins pour les gens qui voudront pas détenir. Si demain, moi, je détiens des bitcoins comme épargne, mais que cette épargne me sert pas là tout de suite, je vais vouloir la faire travailler, donc je vais vouloir prêter ça, mais sans non plus en gardant une sécurité par rapport au retour de ma somme. Mais tout ça, en fait, est auditable très facilement, à condition que les établissements se soumettent à cet audit. Et s'il y a une concurrence entre établissements, ceux qui inspireront le plus confiance seront ceux qui se soumettront à l'audit. Et cet audit est beaucoup plus facile à réaliser qu'avec les monnaies fiat, puisque ce sont des registres publics. La blockchain public. Mais il faut quand même des compétences informatiques pour... Non, mais en fait, il y a des acteurs spécialisés qui vont faire ce travail et qui vont eux-mêmes inspirer de la confiance et le révéler au public. D'accord. Donc en fait, c'est toute une nouvelle économie financière qui se met en place. C'est très Donc ce qui veut dire qu'on a quand même besoin d'un système bancaire et financier. L'idée selon laquelle on entend parfois tout le monde va être sa propre banque et tout le monde va gérer ses affaires financières en dehors des banques, en dehors des États, etc. Il me semble qu'il y a quand même un moment donné, tôt ou tard, plutôt tôt que tard, où on va devoir faire confiance à des intermédiaires pour certaines parties de notre vie monétaire. Je pense qu'on va avoir plus le choix qu'aujourd'hui. Chacun, en fonction de son aversion au risque et de ses compétences et tout, choisira la formule qui lui conviendra le mieux. C'est pas évident qu'il y ait beaucoup besoin d'établissements bancaires, en fait. D'accord. Là, on a parlé de Bitcoin. Plus spécifiquement, quand toi et moi on parle de Bitcoin, on parle de la première itération de BTC, qui est l'itération principale. Il y a eu beaucoup de forks et de choses comme ça. Il y a une concurrence très active entre crypto-monnaies et maintenant, bientôt, entre crypto-monnaies et monnaies numériques de banque centrale, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui sont une tentative d'imiter Bitcoin. On verra dans quelles conditions. Est-ce que c'est sain, cette concurrence, et qu'est-ce qui peut en ressortir de bon ou de mauvais ? La concurrence, elle me paraît saine si elle est libre, si elle n'est pas pervertie par des interventions publiques. Mais il y a beaucoup de choses dans le sujet que tu soulèves, parce qu'il y a la concurrence de Bitcoin par rapport aux autres cryptos, ce qui est un sujet important. Aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple Ethereum qui utilise la preuve d'enjeu plutôt que la preuve de travail, qui nous dit on consomme 99% d'énergie en moins, on peut comprendre que ça séduise le public et les journalistes. Moi, j'ai entendu parler que de ça depuis 2 semaines, quoi. Oui, et en fait, on peut même s'étonner que Bitcoin soit toujours la principale crypto, alors qu'il y a des milliers d'autres cryptos qui ont été créés pour le concurrencer, soit frontalement, soit indirectement, et qui sont parfois sophistiquées, innovantes, qui ont des équipes hyper compétentes, qui ont levé beaucoup d'argent, voilà. Et malgré ça, Bitcoin est toujours la première. Donc et ça, c'est quand même assez étonnant. Alors même qu'il est moins sophistiqué pour certains aspects. Et je pense que la réponse, c'est que le marché estime que il est la plus sécurisée techniquement. Il est la plus robuste à des attaques étatiques. Moi, en termes d'attaque étatique, ma théorie là-dessus, c'est surtout que il y a personne qui est identifiable personnellement ou en tant qu'organisation à Bitcoin. Il y a des acteurs de Bitcoin, mais Satoshi est probablement mort, ou en tout cas il a disparu du paysage. Voilà, il y a des gens qui développent Bitcoin, mais il y en a beaucoup. Demain, si un drone sur Vitalik Buterin, on peut dire que Ethereum a du plomb dans l'aile, et idem pour tous les trucs qui reposent sur une fondation, je sais pas quoi, qui peut être, dont les bureaux peuvent être saisis, les gens emprisonnés, etc.
Oui, et en fait, je voudrais préciser ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est la robustesse face à des attaques étatiques, mais aussi à des attaques informatiques. Oui, parce que c'est ça, il n'y a pas que les États qui veulent profiter de Bitcoin, tout le monde veut s'enrichir, enfin tout le monde veut braquer la banque, quoi, en quelque sorte. Et donc si on combine un peu tous ces éléments, il y a ce que tu décris, la vulnérabilité un peu politique, équipe et créateurs identifiés ou pas, ayant un pouvoir sur le protocole ou pas. Voilà, bien sûr. Et puis il y a en fait la décentralisation des nœuds qui valident les transactions, et il y a la puissance, et la décentralisation du minage et la puissance de calcul du minage. Et ça, où on en est de la décentralisation du minage? Je me suis peu intéressé à cet aspect-là. J'entends souvent dire quand même qu'il y a beaucoup de minage concentré en Chine et dans quelques endroits. Est-ce que ça pose pas problème si demain les installations sont saisies par le gouvernement ou je ne sais pas quoi? Alors la Chine s'est vidée de ses mineurs à l'été 2021, quand elle a interdit le minage. Il en reste sans doute quand même pas mal. Maintenant, en fait, il y en a beaucoup aux États-Unis. Donc le fait qu'ils soient concentrés dans certains pays, je sais pas si c'est un gros problème. Ce qu'il faut éviter, c'est plutôt qu'il y ait une forte concentration des mineurs qui risqueraient d'avoir une énorme part de la puissance de calcul, du hash rate, voilà, qui pourrait déclencher des attaques de 51%. Il y a des Enfin, il y a les poules de minage. Les poules de minage, voilà. C'est ça. Mais le fait d'être dans un pool, ça implique pas forcément qu'on possède à soi tout seul le pool. En fait, on possède la puissance, mais en réalité, elle est constituée de gens qui se connaissent pas, qui n'ont pas forcément d'intérêt à Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont très mobiles, ils passent d'une poule à l'autre, etc. Mais donc, pour l'instant, ce risque semble pas trop préoccupant. Hein, j'ai l'impression, concentration du minage. Et pour ce qui est des monnaies numériques de banque centrale. Alors attends, il y a les autres cryptos parce que c'est vrai qu'elles sont quand même séduisantes. Hein. On peut pas exclure totalement qu'une autre crypto finisse par supplanter Bitcoin parce que elle serait aussi sécurisée et elle proposerait plus de fonctionnalités. Ou qu'elles coexistent. Encore une fois, il y a des monnaies qui peuvent coexister. Enfin, même dans un système d'État-loi, on peut avoir de l'or, de l'argent. Quand les Espagnols arrivent en Amérique du Sud, c'est le cacao là-bas qui est plutôt utilisé comme monnaie alors qu'ils ont de l'or. Oui. À ce moment-là, il faudrait que ça répondent à des besoins des utilisateurs très différents et des besoins complémentaires. Et c'est un peu la théorie de... C'est un peu le cas dans le monde réel. Parce qu'entre l'occidental, comme toi ou moi, qui a priori n'a pas de problème spécifique avec sa banque, etc., et l'Africain qui éventuellement n'a pas du tout accès au système bancaire ou qui est dans un régime qui le contrôle très fortement, c'est pas les mêmes besoins non plus. Donc on peut imaginer qu'il n'y ait pas la même solution à usage unique. Voilà, de même qu'il y a des utilisateurs qui vont avoir besoin de crypto très programmables pour certaines fonctionnalités industrielles ou autres. Et c'est un peu la thèse d'Antonopoulos quand il parle, pour comparer le Bitcoin et l'Ether, du lion et du requin. Oui. C'est-à-dire chacun est le maître en son royaume dans deux royaumes différents, la terre ferme et la mer. C'est vrai. Mais en fait... Il a le sens de l'analogie, notre ami Antonopoulos. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la programmabilité de Bitcoin va se développer. Et si ça se passe, ça change tout. Ouais. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un modèle d'Internet où on a une couche protocolaire fondatrice imparfaite, mais sur laquelle beaucoup d'applications différentes sont créées. Ouais. Et à ce moment-là, Bitcoin devient le socle universel de comme le TCP/IP par rapport à Internet. Voilà. Et donc ça, c'est trop tôt pour le dire, mais par exemple, il y a le projet RSK pour faire des smart contracts sur Bitcoin, il y a le projet RGB qui en est au tout début, qui alimente pas mal de controverses, mais qui est extrêmement ambitieux, et donc on verra si ça se développe. Il s'agit en fait finalement pour Bitcoin de devenir aussi fort qu'Ethereum sur les smart contracts et des choses comme ça. Voilà. D'accord. Et donc ça c'est quand même une perspective assez intéressante. Donc voilà, ça c'est le sujet crypto. Et puis il y a le sujet MNBC. Oui. Et là, moi je suis assez étonné de voir que les libéraux ne sont pas toujours très attentifs à ça, parce que pour moi les MNBC sont un outil d'apparence neutre, mais en fait potentiellement totalitaire. Pour moi c'est le pire des cryptos avec le pire des monnaies fiat. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment... C'est exactement ça. Et en fait c'est un outil dont rêvent les banques centrales. De quoi il s'agit d'ailleurs? Alors il s'agit en fait de créer de la monnaie banque centrale, c'est-à-dire de la monnaie... On appelle la monnaie de base dans le système monétaire classique. C'est la monnaie qui peut être accessible directement aux particuliers sans passer par le canal des banques commerciales. D'accord.
Et alors il y a plusieurs versions des MNBC, sur le détail ou seulement pour les professionnels, mais on va vers la MNBC de détail, c'est-à-dire accessible aux particuliers. Et là, ça veut dire que en utilisant la pseudo-technologie blockchain. Oui, je comprends même pas comment ils font le lien d'ailleurs. En quoi est-ce que ça utilise de près ou de loin la blockchain? Mais bon, je me suis pas intéressé suffisamment près. En fait, c'est pas encore totalement tranché, mais ils prétendent qu'ils vont utiliser les fonctionnalités de la blockchain pour faire des systèmes de transfert de valeur efficients, avec une validation des transactions décentralisées, ou plus ou moins décentralisées. Mais si de toute façon ils ont la main dessus, ça sert à rien de faire un truc public. Enfin, ils peuvent faire une base de données quelconque, et éventuellement la laisser visible. Il n'y a pas besoin d'appeler ça blockchain. Voilà, sauf qu'il faut qu'ils arrivent quand même à concevoir quelque chose qui va pas être piratable trop facilement, pour éviter que tout s'effondre comme un château de cartes. Bon, mais en tout cas, ils sont pas sûrs eux-mêmes de comment ils vont faire. Mais s'ils y arrivent, ça veut dire qu'ils vont avoir un outil, parce qu'au passage, ils vont en profiter pour éliminer l'argent liquide. Oui, c'est ça. Progressivement. C'est ça, parce qu'ils vont dire, une fois qu'ils auront ça, ils vont dire, on a du cash numérique, on a plus besoin de cash physique. Bien sûr. Comme si Bitcoin n'existait pas et n'avait pas déjà résolu ce sujet. Et une fois qu'ils auront fait ça, la puissance publique aura un contrôle complet sur tes données financières personnelles. Elle pourra te sanctionner ou t'inciter en fonction de tes dépenses. Système de crédit social, on aura peut-être un score carbone, un score... Pour des raisons les plus vertueuses possibles, eh bien, tu seras sanctionné ou rémunéré, et on pourra faire de la relance monétaire keynésienne de manière illimitée, beaucoup plus qu'aujourd'hui, avec des taux négatifs, sectoriels, géographiques, tout ce qu'on veut. Donc en fait, un vrai cauchemar totalitaire. Et si les libéraux ne se saisissent pas de ce sujet pour le comprendre et pour alerter l'opinion publique dessus, qui va le faire ? Les banques centrales et les États ont des budgets de com illimités pour promouvoir cet instrument de manière sexy, avec du super marketing gentil. Ah oui, ils ont des beaux graphiques, des petits bonshommes qui les sourient, etc. Et donc c'est un enjeu de com et un enjeu de combat d'idées assez lourd. Et moi, je pense qu'il faut que les libéraux se saisissent de ce sujet. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors d'apprendre des choses sur Bitcoin, éventuellement d'en acheter, de s'en servir, d'en faire la publicité, etc., pour essayer de faire en sorte qu'il intègre notre système économique? Il y a deux choses, il y a le combat d'idées, l'information, la formation, la compréhension des choses, l'explication, ça, des dangers. On le fait pas assez, mais on sait faire. Ouais, exactement, on le fait pas assez, mais on sait faire, mais il faut le faire beaucoup plus. Comprendre Bitcoin, l'expliquer, comprendre les MNBC et les dénoncer. Oui, ça, il faut le faire massivement. Et puis donc c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est les pratiques. Et les pratiques, c'est à chacun de faire ce qu'il veut et ce qu'il peut. C'est-à-dire acheter des cryptos, les utiliser, inventer des cas d'usage, les adopter dans son entreprise. Hier, je discutais ici même avec un chef d'entreprise qui m'a dit qu'il avait placé une partie des liquidités de son entreprise en Bitcoin, comme Michael Saylor avec MicroStrategy. Oui, mais et ça, d'un point de vue comptable, il y a une case pour ça? Ça existe? On a le droit? Il y a une case, et c'est un petit peu compliqué. Mais si ça change de valeur, parce que c'est toujours pareil, l'État peut dire, ok, vous avez le droit d'avoir ça, mais si vous faites une plus-value dessus, vous calculez ça de manière super complexe, vous me payez des impôts dessus... Non, justement, le régime français évite ça. Les plus-values latentes ne sont pas prises en compte pour ça. Donc c'est déjà ça. Donc c'est déjà ça, autant en profiter. Bien sûr, Mais c'est vrai que c'est compliqué d'un point de vue comptable. L'expert comptable, quand le chef d'entreprise lui propose ça, il manque de s'évanouir. Et puis ensuite, il se met au boulot et puis il le fait. D'accord. Voilà. Donc si on travaille un peu, c'est faisable quand même de commencer à intégrer Bitcoin c'est juste dans la vie des entreprises. Des liquidités. On peut, dès qu'on veut déjà faire pas mal, c'est compliqué. Voilà. Oui, mais à chacun de développer les usages comme il peut. De faire des transactions, d'acheter des choses en Bitcoin ou pas, d'ouvrir un compte de DCA, de Dollar Cost Averaging, pour acheter du Bitcoin progressivement, de télécharger un wallet Lightning, d'acheter des choses avec Bitcoin en Lightning. D'ailleurs, le problème, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu parlais du dollar cost averaging, donc le fait d'acheter régulièrement pour pas avoir ces cours trop fluctuants. Cette histoire du cours qui fluctue trop et qui fait dire à beaucoup d'économistes, nous on a appris que la monnaie c'était unité de compte, réserve de valeur et moyen d'échange. Ça fait pas unité de compte, réserve de valeur pourquoi pas à long terme, mais moyen d'échange compliqué. Qu'est-ce qu'on répond à ça sur la fonction unité de compte? Je pense qu'ils ont raison de dire que c'est un inconvénient, mais ils ont tort de croire que c'est quelque chose de structurel je pense au système Bitcoin. Plus ça grandit, moins ça devient volatile, logiquement. Voilà, ils ont tendance à extrapoler une situation actuelle, alors qu'en fait, elle est transitoire, elle est parfaitement logique.
C'est normal que ça se passe comme ça. Bien sûr. Ce serait inquiétant que ça se passe la profondeur pas du comme marché ça. qui fait que le marché n'est pas encore très profond. Si Bitcoin est tout petit par rapport à la finance mondiale, donc il est très vulnérable à des chocs de demande positifs et négatifs, mais cette vulnérabilité va mécaniquement diminuer si l'adoption et la hausse du cours à long terme se poursuivent. C'est mécanique. Et donc moi je suis étonné que les gens ne fassent pas ce raisonnement. Et une partie des gens qui c'est pas si intuitif quand même. La simple compréhension de comment fonctionne un marché et les fluctuations, la liquidité d'un marché, sa profondeur, etc. Ça me semble pas si évident non plus pour tout le monde, quoi. C'est pas. Oui, alors il y a de tout. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, il y a des gens qui se rassurent. Il y a ceux qui veulent pas comprendre, bien sûr. Et puis il y a des gens qui préfèrent se rassurer eux-mêmes en identifiant cet inconvénient supposé. Pour se dire, ok, c'est bon, j'ai compris Bitcoin, ça me permet de pas creuser davantage, et ça m'exonère d'un effort intellectuel, et du coup, je refuse de m'intéresser plus à ce machin volatile et absurde. Qui de toute façon m'aurait pris du temps pour le comprendre, et m'aurait fait passer pour un guignol éventuellement auprès de certains publics. Ils veulent pas prendre le risque de promouvoir un truc inquiétant et sulfureux. Et ben ces gens-là, dans 2-3 ans, quand ils achèteront leur Bitcoin à un prix démesuré, ils le regretteront amèrement, et tant pis, voilà, c'est comme ça. Et en fait, chacun passe par ce stade-là, quoi. D'accord. Ok. Où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet pour voir des conférences, articles, activités, etc. Je publie mes quelques activités qui sont extra-professionnelles sur Twitter et LinkedIn à mon nom. Donc Twitter, LinkedIn, et je crois que tu as un compte Medium aussi qui réunit tes articles. Medium, on mettra tout ça donc en lien pour les auditeurs. Yorick, merci beaucoup pour ta présence ce matin, et merci au Cercle Bastia de nous avoir accueillis à Saint-Paul-les-Dax pour cet épisode spécial. Merci à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour info, je prévois encore d'autres épisodes sur le thème de Bitcoin ou des crypto-monnaies, peut-être plus cette fois-ci sur le thème des cryptos hors Bitcoin. Si c'est un thème qui vous intéresse, n'hésitez pas non seulement à partager l'émission autour de vous, mais aussi à nous le faire savoir, soit via les commentaires sur YouTube ou sur le site, ou en nous écrivant directement, ou en m'écrivant sur Twitter. Pensez à suivre Yorick sur Twitter, sur Medium également. Vous noterez que je vous ai mis aussi une sélection de ses travaux en lien dans la description de l'épisode. Profite de cette fin d'année qui approche, d'abord pour vous remercier pour votre fidélité au podcast, puisque nous avons non seulement de plus en plus d'auditeurs, mais des auditeurs réguliers, donc ça nous fait évidemment extrêmement plaisir. Et ça justifie vraiment tout le travail qui est fourni pour vous proposer ce programme qu'on espère un peu différent des autres. Si vous souhaitez soutenir le podcast, et de manière générale, si vous souhaitez soutenir la diffusion des idées libérales par Contrepoint, qui est un journal indépendant qui donne une vision un peu différente de ce qu'on peut avoir dans les médias habituels, ou encore tous les autres projets de l'association libéraux.org qui édite Contrepoint, mais qui édite aussi l'encyclopédie Wikibérale, et qui a d'autres projets à côté de ça que vous pouvez découvrir sur la page des donateurs. Je me permets donc de faire appel à votre soutien pour toute la rédaction de Contrepoint. Vous le savez, nous ne touchons pas de subventions publiques, nous ne sommes pas un média payant parce que nous avons fait ce choix d'être le plus largement accessible possible, mais naturellement, pour produire des contenus de qualité, faire face aux frais d'hébergement et autres frais de fonctionnement qui malheureusement ne manquent pas d'augmenter, nous comptons sur les dons et en particulier sur la somme de petits donateurs qui permettent de préserver notre indépendance éditoriale et financière. Donc vraiment, si c'est quelque chose que vous avez hésité à faire, vous avez hésité jusqu'à maintenant, vraiment, faites-le maintenant, ça prend 5 minutes. Vous pouvez faire des dons par chèque, par carte, PayPal. Vous pouvez également dire quel projet en particulier vous souhaitez soutenir par ce don. Et enfin, pour ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, j'imagine la majorité d'entre vous, sachez que les 2/3 de ce don sont enlevés de votre impôt sur le revenu, et il ne vous coûte donc que le tiers de la somme que vous donnez. Donc non seulement ça vous coûte moins cher, mais en plus, ça redirige un petit peu des budgets qui seraient allés dans le trésor public. Ça a le mérite de les diriger un peu vers un média qui essaie de faire en sorte que ce trésor public soit plus efficace justement et qu'il dépense l'argent pour les missions qui sont normalement les siennes et qu'on aimerait le voir remplir correctement, mais malheureusement aujourd'hui nous sommes trop peu à le dire et surtout nous sommes difficilement entendus. Donc on poursuit ces efforts au quotidien grâce à vous. Pour nous aider, il suffit d'aller sur www.contrepoint.org et vous verrez un petit onglet qui s'appelle Faire un don. Une fois de plus, chaque euro est apprécié puisque les petits dons sont en réalité les plus importants pour nous lorsqu'ils se mettent bout à bout. Donc au nom de l'association et de la rédaction de Contrepoint, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un don ou vont faire un don. Merci à tous les autres, même si vous n'êtes pas en mesure de faire un don, merci de nous écouter et surtout de nous faire connaître autour de vous. C'est la manière gratuite mais finalement très efficace de contribuer à nous soutenir aussi, c'est de multiplier le nombre d'auditeurs. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.